Jack, je suis très très heureux de t'accueillir à Metz dans ce congrès de médecine et santé au travail du bâtiment et des travaux publics. C'est un secteur où il y a beaucoup de problèmes et en particulier beaucoup d'expositions à des particules. Le congrès a pour thème particules fines et ultra fines. Et donc, on travaille sur à la fois la connaissance des mécanismes d'action de ces particules et puis des exemples très pratiques, très concrets sur trois grandes familles. La famille silice. Et on s'aperçoit maintenant de plus en plus que dans la famille silice, il y a aussi des particules ultrafines, une fraction ultrafine de particules. La famille de la soudure et des fumées de soudage, qui a donc récemment été réactualisée par le CIRC comme cancérogène, certains. Et puis donc, nous sommes très honorés de ta participation sur tes connaissances concernant les fumées de diesel, puisque je crois que tu avais participé toi-même à l'évaluation du CIRC. Pas sur l'évaluation de diesel que le CIRC a fait il y a maintenant 6 ans. Oui, exactement. Ouais. Et justement, quand tu m'avais proposé de venir parler de diesel, je me suis dit, j'ai fait un peu de recherche antérieurement là-dessus, et il y a une monographie du CIRC assez récent, donc ça devrait être relativement facile pour moi de ramasser les données nécessaires pour créer une présentation acceptable. Et quand je suis rentré dans le sujet, je me suis aperçu que c'est, malgré le fait qu'il y avait cette évaluation du CIRC récemment, il y a beaucoup de controverses et je dirais de doutes sur l'évaluation du CIRC ou du scepticisme là-dessus dans différents milieux. Et c'est plus difficile que je pensais d'émettre une opinion définitive là-dessus. Mais toi-même, tu avais mené ou participé à l'étude Synergie dans laquelle ce problème avait été étudié. Oui. Alors, dans mon équipe à Montréal, nous avions regardé multiples agents chimiques et physiques en relation avec des cancers, notamment les cancers pulmonaires. Et les fumées de diesel et les fumées d'essence faisaient partie des produits que nous avons évalués et nous avons publié là-dessus nous-mêmes. Et avec le projet Synergie qui mettait en commun des bases de données de 17 centres internationaux, y compris le nôtre, nous avons de nouveau participé à une analyse sur les associations possibles entre l'exposition au diesel et le cancer pulmonaire. Et donc, j'ai participé à cette publication, mais ceci n'exigeait pas une connaissance en profondeur de toutes les études en parallèle sur le diesel et cancer. Donc, je me suis renseigné pour faire cette présentation sur les autres études et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'études, en effet. Ils ne sont pas unanimes dans leurs conclusions et surtout la synthèse de tout ça n'est pas noir ou blanc. Mais alors parce qu'il y a les deux aspects, il y a la plausibilité biologique, donc les données toxicologiques d'une part, et puis donc toute l'approche épidémiologique qui a été faite parallèlement.
Et est-ce que tu penses que les données les plus compliquées à interpréter sont les données épidémiologiques ou les données biologiques? C'est-à-dire que là où il y a la controverse la plus importante, Oui. est-ce qu'elle est dans le domaine Ça de... dépend si on s'intéresse à des êtres humains ou à des rats. Oui? Si on s'intéresse aux rats, les données sont relativement claires Ouais. et, Ouais. consistent, Oui, avec une cohérentes. relation dose Et on dépendante. peut tirer Ouais. des conclusions Ouais. sur la cancérogénicité chez Ouais. les rats. Ouais. La complexité de ce domaine de connaissances est la transposition des conclusions Ouais. des animaux vers l'homme. Ouais. Alors, même entre les rats et les souris et les hamsters, il n'y a Ouais. pas de concordance parfaite. Oui, mais ça, c'était le problème Ça, qu'on c'est- avait aussi pour l'amiante, par exemple, Exact. entre le rat, le hamster et la souris. Oui, exact, Bon, il y a des phénomènes d'espèces. Alors, il ouais. y a une certaine cohérence de la toxicologie, cancérogénicité expérimentale chez Ouais. les rats. Ouais. Ça c'est acquis. Maintenant, chez les humains, les données épidémiologiques sont beaucoup plus difficiles à interpréter, comme ils sont toujours, parce que le devis d'une étude épidémiologique est une construction extrêmement complexe. Chaque étude est différente. Évaluer les forces et les faiblesses, les biais, les erreurs de chacune, ce n'est pas la même chose que d'évaluer la qualité d'une étude expérimentale qui a quand même une certaine, où il y a un certain framework, un certain gabarit bien établi dans lequel on peut évaluer la qualité. Mais alors, une des difficultés, c'est quand même, chez l'homme en tous les cas, d'évaluer l'exposition. Tout à fait. Et est-ce que tu penses que les efforts qui sont faits récemment pour mieux avoir accès à des biométrologies, c'est-à-dire des dosages de métabolites dans les urines, des métabolites d'HAP essentiellement, est-ce que ça permet d'affiner un petit peu les résultats de l'épidémio? Est-ce que ça va renforcer les résultats de l'épidémio ou au contraire on reste un peu sur notre faim? Le problème avec les biomarqueurs biologiques d'exposition professionnelle et les risques de cancer est le problème de latence. Oui, absolument. On est capable et ça a été fait, de construire des études de cohortes rétrospectives de travailleurs, des cheminots, des travailleurs de camions, les chauffeurs de camions, les mineurs, et dans différents milieux, mais c'est des travailleurs qui ont travaillé dans le passé, dont un pourcentage sont décédés, sont partis. On ne peut pas avoir malheureusement des biomarqueurs aujourd'hui de leur exposition aux particules de diesel qui représentent le passé. Si on pourrait établir des cohortes de travailleurs, ou si les entreprises les services médicaux des entreprises pourraient systématiquement recueillir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, des données, certainement dans 20 ans, les épidémiologistes seront très contents et ça serait la base. Constance. Voilà, c'est une possibilité. Mais Constance est une cohorte de population générale. Oui, donc la probabilité d'être... Alors, de pouvoir évaluer tous les biomarqueurs de tous les polluants potentiels, c'est pas évident. Dans une entreprise, dans une industrie donnée, c'est concevable qu'on définit un certain nombre de biomarqueurs qui seraient pertinents pour
entretenir pendant des décennies. Mais il y a peut-être un truc sur lequel on peut travailler, c'est valider les matrices. Oui, Les matrices emploi-exposition ou tâches-exposition par des études en parallèle sur les biomarqueurs d'exposition. C'est-à-dire que tu peux renforcer la pertinence d'une matrice, de l'évaluation d'une matrice, même si tu prends des expositions d'aujourd'hui, parce que finalement, les expositions d'aujourd'hui dans les tunnels ou avec les camions, alors certes, les moteurs ont évolué, les moyens de protection ont évolué, etc. Mais je pense qu'il y a quand même moyen d'essayer d'affiner un petit peu, parce que les matrices sont un bon outil. Et le problème, c'est qu'il faut les valider quand même à un moment ou à un autre. Hein. Donc, absolument. Non, je suis tout à fait d'accord. Et dans certaines études, notamment chez les mineurs souterrains, où il y avait utilisation de moteurs diesel et il y avait de fortes expositions, ils ont mis des efforts très importants pour essayer de mesurer contemporanément les niveaux d'exposition et d'essayer d'avoir des indices de l'exposition passée à partir de cela. Et donc, ils ont créé des matrices emploi-exposition à l'intérieur de l'industrie qui permet d'associer un travailleur à un niveau d'exposition relatif au moins, sinon pas absolument moins relatif. Alors, dernière question, on est ici dans un congrès bâtiment, travailleurs du bâtiment. Et comme tu le sais, les travailleurs du bâtiment sont exposés à de multiples polluants. Il y a de la silice, il y a de l'amiante, il y a des HAP, des fumées diesel, etc. Est-ce que le fait d'être dans un environnement très riche en particules autres, type silice ou même des minéraux qui sont utilisés dans le ciment, etc., est-ce que le fait d'être exposé à ces aérosols très riches va potentialiser l'effet des fumées diesel, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont... justement, parce que, par exemple, tu as les chauffeurs de camions qui sont exposés essentiellement aux particules diesel, alors que les chauffeurs d'engins de chantier, eux, vont être dans un environnement extrêmement... plus complexe au niveau de l'aérosol. Et est-ce qu'il y a des différences en fonction des catégories professionnelles, justement, qui pourraient être associées à cette interaction entre... Bonne question, Patrick. À ma connaissance, il n'y a aucune étude qui a pu faire la part des expositions à différents types de polluants dans le milieu de la construction bâtiment. Et ça demeure un environnement qui est difficile à caractériser et très variable d'un endroit à l'autre. Et pour l'instant, je pense que ça serait uniquement possible de fonctionner avec les connaissances sur les polluants individuels. Je ne vois pas dans le court terme comment on va avoir des données qui permettent de dire cet ensemble de particules ou de polluants potentialisent ou synergisent. Parce que quand tu regardes effectivement en microscopie électronique un aérosol qui provient d'un environnement mixte dans lequel tu as par exemple des minéraux, etc. Tu vois les particules de carbone, de suie, de diesel, se coller sur ces particules plus grosses et minérales, et donc être véhiculées aussi. Donc on peut imaginer, en tous les cas, sur le plan intellectuel, que ça relargue plus au niveau du poumon quand c'est associé à un aérosol mixte que quand c'est des particules toutes seules. Et ça, c'est un champ de la recherche ici pour les gens du bâtiment qui est important, puisque
C'est vraiment l'archétype d'activité où les aérosols sont très complexes, multiples, etc. Oui. Donc, Il faut un peu de tout. Hein. Il me semble que cet enjeu que tu soulèves est même devient une source de doute sur ce qu'on a déjà pensé bien établi comme l'amiante. Ouais. Parce que les études sur l'amiante, il n'y avait pas que l'amiante dans ces environnements. C'était des environnements très complexes. Ils ont étiqueté ça, un environnement, une exposition à l'amiante, mais c'était aussi diesel, c'était aussi silice. Alors, tout cet mélange de particules et de produits chimiques qui sont adsorbés sur les particules, on ne sait pas très bien comment faire le pas. Au moins, le côté positif, c'est que au niveau de la prévention, voilà, tu vas de toute façon essayer de jouer sur l'ensemble de l'aérosol. Oui, exactement. Et donc, finalement, exactement. Et tu verras, il y a Myriam Rico, il faut peut-être qu'on y aille. Il y a Myriam Rico qui va présenter justement un exposé sur la prévention qui est très bien, qui est une fille qui travaille, un ingénieur qui travaille à l'INRS, voilà, et on va peut-être y aller pour pouvoir écouter ça. Oui. Bon, Jack, je te remercie encore d'être venu de si loin pour nous apporter la bonne parole. Et on est très heureux de te voir à chaque fois que tu viens en France. Je ne sais pas si je suis à la hauteur de cette introduction, mais je te remercie comme toujours, Patrick. Merci beaucoup, Jack, et à très bientôt. Merci.